Ce 27 février 1901, l'Italie fait un ultime triomphe à Giuseppe Verdi. Devant la dépouille du maestro, l'orchestre de la Scala lance les premières notes du chœur de Nabucco. 300 000 Milanais entonnent alors ce chant devenu pour tous un hymne à la liberté. Aujourd'hui encore, Verdi est pour ses compatriotes bien plus que le grand compositeur du XIXe siècle. Son nom, sa musique, son destin hors du commun symbolisent la naissance et l'unité de l'Italie. Depuis plus d'un siècle, Giuseppe Verdi trône devant la mairie de Busseto, petit bourg du nord de l'Italie, situé à mi-chemin entre Parme et Plaisance. Mais Verdi et Busseto, c'est une histoire compliquée, une histoire à la Don Camillo, lui aussi un fils du pays. Verdi était brouillé avec sa ville natale, pourtant, il a toujours vécu à proximité. Les habitants de Busseto n'en veulent pas à Verdi. Beaucoup l'aiment et l'admirent, comme Artoni, le photographe. Le trou vert, la force du destin, Nabucco. Ici, je n'ai pas grand-chose sur Verdi. Tout est à l'intérieur. À l'intérieur, j'en ai autant que vous voulez. C'est ma collection. Tout ça, c'est du Verdi. J'ai toujours été un passionné du maestro. Et j'ai toujours acheté et dépensé beaucoup d'argent pour ces choses-là. Ça, c'est la chemise dans laquelle est mort Giuseppe Verdi. C'est une pièce de musée. Et ça, c'est un gilet qu'il a porté pour la première de Stifelio. Quand j'ai commencé à vendre des photos de Verdi aux touristes, les gens m'ont dit « Mais tu te prends pour qui ? Verdi, c'est à nous. Il n'est pas à vendre. » Cette mentalité est restée. Les habitants de Busseto sont convaincus que Verdi leur appartient, alors qu'il appartient à tout le monde. Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Regardez cette silhouette. Elle est en fer. Elle est grandeur nature. Oui, c'est un ami. Parce que, mis à part la musique, mis à part l'amour que je lui porte, il est aussi celui qui nous donne à manger et qui nous permet de gagner notre vie. Car, que vous le vouliez ou pas, aujourd'hui c'est l'intérêt qui est le moteur du monde. Verdi est né le 10 octobre 1813. Quelques jours plus tard, le père de Giuseppe se présente à la mairie de Busseto pour déclarer la naissance de son fils aîné. Le registre d'état civil de cette année-là est conservé dans le coffre de la mairie. Pour Busseto, ce document est plus précieux qu'une relique sacrée. Même si monsieur le maire a toujours quelques difficultés à le déchiffrer. Ça, c'est le registre qui contient l'acte de naissance de Giuseppe Verdi. L'an 1813, à 2 heures du matin, per devant, non si capisce. Ce document est écrit en français, parce que la région était sous domination française. Par conséquent, Verdi est né sur un territoire français.
En 1813, la région de Parme est encore un département au-delà des Alpes sous administration napoléonienne. Après l'exil de l'empereur, l'Italie sera de nouveau divisée en une multitude de territoires, dominés plus ou moins directement par l'Autriche. C'est sur ce terreau que naîtra le Risorgimento, littéralement la résurgence, mouvement de libération politique, intellectuelle et culturelle, qui aboutira 50 ans plus tard à la naissance d'une Italie unifiée. À 9 h du matin est comparu Verdi Charles, âgé de 28 ans, aubergiste domicilié à Roncole-Verdi. Carlo Verdi, le père de Giuseppe, possède une auberge au Roncole, un petit hameau qui dépend de Bussetto. Aujourd'hui, la maison natale de Verdi a été conservée en sa mémoire. Le petit Verdi grandit au milieu des voyageurs, des cochers et des musiciens itinérants qui animent baptêmes et mariages. Les Verdi ne sont pas riches. Giuseppe et sa sœur dorment dans une chambre au-dessus de l'écurie. La chaleur des chevaux en fait une des pièces les plus confortables de la maison. La musique fait très tôt partie de l'univers de Giuseppe, mais c'est à l'église San Michele, juste en face de chez lui, que son talent va se révéler. Dans cette église, Verdi suit ses premières leçons à l'orgue avec Pietro Baistrocchi, l'instituteur du village. Il apprend tout à la fois la musique, à lire et à écrire. Verdi est tellement doué que dès l'âge de 10 ans, il remplace son maître pendant la célébration des messes. Il est aussi enfant de chœur. Don Rino, le prêtre des Roncole, raconte une anecdote qui en dit long sur le caractère déjà bien trempé du jeune Giuseppe. Il a alors 7 ans. Pendant qu'il versait le contenu de ce flacon dans le calice, Verdi s'est arrêté quelques secondes, distrait par la musique de l'orgue. Alors le curé s'est un peu fâché, et en le grondant, il l'a poussé, l'a fait tomber des marches. Verdi, en colère contre le curé qui l'avait empêché d'entendre la musique, lui a lancé une malédiction en dialecte. Puisses-tu être foudroyé? Quelques années plus tard, pendant une messe, la foudre s'abat sur une église voisine et tue 5 personnes. Parmi les victimes, il y a le prêtre sur lequel Verdi a jeté sa malédiction. On raconte que depuis lors, Verdi fut marqué par l'idée de fatalité ou de malédiction, qui font sur vous telle la foudre, comme cela se produit dans Rigoletto, et surtout dans la force du destin. Rigoletto devait d'ailleurs s'intituler à l'origine La Maledizione. C'est un opéra qui raconte l'inexorable accomplissement d'un sort lancé contre Rigoletto, le bouffon de la cour. Le professeur Mingardi est à Bussetto celui qui connaît le mieux l'histoire de Verdi. Depuis plus de 30 ans, il gère la bibliothèque du Monte di Pieta, un lieu où le jeune Giuseppe est venu étudier les belles lettres. Aujourd'hui, cette institution conserve les plus anciennes partitions écrites de la main de Verdi. Ce sont toutes les partitions du professeur de Verdi et les exercices scolaires de Giuseppe et la messe qu'il composa dans sa jeunesse et qui a été jouée récemment. Verdi a commencé à composer, je dirais, vers 14-15 ans.
Ici, c'est un exercice de jeunesse de Verdi, l'analyse d'un récitatif de la Serva Padrona. Verdi a analysé cette musique et l'a retranscrite. Bien que ce ne soit qu'un exercice, c'est écrit avec une belle écriture, une belle calligraphie, comme peut l'être un devoir que l'on présente à son professeur. En dehors de cette servante maîtresse de Pergolèse, le jeune Verdi compose différentes pièces religieuses, des morceaux pour fanfare, ainsi qu'une nouvelle ouverture pour le Barbier de Séville de Rossini qui obtiendra un certain succès. Le professeur Mingardi nous accompagne chez Antonio Barezzi, un riche marchand de Busseto qui, le premier, pressentit le talent de Giuseppe. Barezzi fut pour Verdi tout à la fois un mécène et un second père. Nous sommes dans le salon de la maison Barezzi. Barezzi était un fervent mélomane. Il avait fondé chez lui la Société Philharmonique Bussettienne, une association de musiciens amateurs. Verdi est entré pour la première fois dans cette maison à l'âge de 10 ans. Il y viendra également pour donner des cours de piano à la fille de Barezzi, Margherita. Quand la femme de Barezzi surprit Verdi et Margherita qui s'embrassaient près de cette fenêtre, elle s'est sûrement beaucoup inquiétée, car Verdi était le fils d'un aubergiste, et à l'époque, on ignorait ce que serait sa carrière, alors que Margherita était la fille d'un bourgeois. C'est aussi la raison, sûrement pas la seule, pour laquelle Verdi fut envoyé étudier à Milan. Mais c'était un amour solide, car à son retour de Milan, ils se marièrent aussitôt. Et le repas de noces eut lieu dans ce salon. Dans cette lettre, Antonio Barezzi sollicite le Monte di Pietà pour qu'une bourse d'études soit accordée à Giuseppe. Barezzi s'engage à financer lui-même la moitié de la somme nécessaire. Grâce à l'intervention de son futur beau-père, Verdi obtient les fonds pour partir à Milan. Nous sommes